Solidarité Femmes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Solidarité Femmes aujourd'hui, après 40 ans? Après 40 ans, Solidarité Femmes, c'est toujours une maison d'accueil sécurisée et confidentielle pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. C'est aussi des services autour de cette question qui ne sont pas de l'ordre de l'hébergement. Ça l'a toujours été et ça l'est toujours. Dès le départ, dans notre association, nous avons voulu accompagner les victimes dans tous les sens du terme de manière globale. Dès le départ, nous avons créé des services ambulatoires pour accueillir, écouter, orienter, accompagner, même physiquement, les victimes, les femmes qui venaient nous voir, dans les tribunaux, chez les avocats. Elle rencontrait notre juriste. Et il y avait déjà il y avait déjà ces services ambulatoires pluridisciplinaires qui existaient déjà dès le départ, qui se sont développés à côté de la maison d'accueil. À côté de ça, nous avions déjà une ligne d'écoute qui était ouverte 24 heures sur 24, qui était liée à la maison d'accueil. Et ça depuis 1979. Donc, on a été avec deux autres associations que j'ai quand même envie de citer, qui sont le collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège, qui est né juste 1 an avant nous, et le Centre de prévention des violences conjugales et familiales de Bruxelles, qui est né 2 ans avant nous. Donc ce sont quand même 3 associations pionnières, je suis fière d'en faire partie, qui ont quand même fait bouger les lignes. Parce que pendant un certain nombre d'années, nous avons été assez seuls par rapport à cette problématique. Et je ne suis pas arrivée tout au début, je suis arrivée en 1987, mais même en 1987, quand j'accompagnais des victimes en violence conjugale au commissariat ou dans d'autres services, on me regardait comme si je venais de la planète Mars, parce que j'accompagnais quelques femmes un peu malades mentales, qui étaient sûrement tellement masochistes qu'elles adoraient se faire battre, parce que souvent elles retournaient vivre avec leur bourreau. Et donc, ou alors on me traitait, on nous traitait de briseuses de ménage, parce que effectivement, nous incitions les femmes à quitter le foyer conjugal. Ça, c'était il y a 40 ans. Ça ne l'est plus maintenant, en tout cas pour nous. Parce que moi, maintenant, je suis fière de vous dire que maintenant, je suis devenue une experte en violence conjugale. Je ne suis plus une briseuse de ménage, je ne suis plus une... Voilà, je ne vais pas citer les petits noms d'oiseaux qu'on me donnait ou qu'on nous donnait il y a quelques années. Mais pour les femmes victimes de violences, je ne suis pas très sûre que la situation ait évolué si fortement que ça. Mais je vais vous laisser les intervenants en parler, parce qu'il y a encore toute une dimension de la problématique qui n'est pas prise en compte. Mais ça, je ne vais pas le développer, parce que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler de nous et de ce qu'on fait. Donc, je vous disais, il y a 40 ans, on a développé des services qui n'existaient nulle part ailleurs, qui existent toujours aujourd'hui. Heureusement pour nous, maintenant, nous ne sommes plus tous seuls dans la problématique. Tous ces services-là, autour de la question, il y en a une grande partie qui sont là aujourd'hui, et qui sont des services qui accueillent aussi les victimes, qui les écoutent, qui les orientent. Il y a ici un certain nombre de maisons d'accueil présents parmi nous, des services d'accueil de la police, des magistrates et des magistrats, des psychologues de la police, des services d'aide aux victimes. Donc il y a beaucoup plus de services actuellement qu'il y en avait il y a 40 ans, et c'est très bien. Et c'est très bien, et tous ces services se forment, se spécialisent et accroissent leurs compétences pour mieux accompagner les victimes. Vraiment, c'est très très bien dans notre société qu'il y ait plus de services qui accompagnent les victimes. Et nous avons aussi, et ça c'est important, des services qui accompagnent les auteurs, dont la SBL Praxis, dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure. Bon. Donc ça c'est maintenant. Maintenant, nous sommes un service pluridisciplinaire. Et nous avons développé des services pluridisciplinaires pour les femmes qui viennent ou non en hébergement. Et nous avons, malheureusement pour nous, et c'est là l'enjeu du colloque, nous avons dû continuer à accompagner des femmes après la séparation. Comme je vous le disais, la séparation semble être la solution pour beaucoup de personnes dans notre société. Tout le monde dit à madame, mais quittez-le madame, qu'est-ce que vous faites encore avec cet homme violent ? Donc on incite les femmes à quitter leur bourreau, et après, il ne se passe plus rien. Et donc, nous faisons partie des quelques services qui faisons des suivis à très long terme après l'hébergement. Un exemple, monsieur est calme pendant un petit temps après la séparation, rencontre une autre compagne, donc ne harcèle plus madame,
Mais madame, monsieur se fait quitter par sa nouvelle compagne, monsieur réharcèle madame. Donc, régulièrement, madame nous appelle en disant, voilà, il a été calme jusqu'à présent, ça allait, on faisait les échanges des enfants sans problème, on ne se parle pas, ok. Maintenant, il vient de nouveau de me menacer, de m'insulter devant les enfants. Et donc, moi, j'ai peur. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous allons physiquement auprès de madame quand monsieur vient chercher les enfants. Parce que madame toute seule ne s'en sort pas. Voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres des services que nous sommes obligés de rendre parce que la séparation n'est pas la solution au problème et qu'il n'y a pas de protection des femmes et des enfants après la séparation. En tout cas, elle n'existe pas encore à une échelle suffisamment large pour qu'on puisse réellement parler de vraie protection des victimes. Donc, ça c'est maintenant. Mais nous l'avons toujours fait, mais on le fait toujours. On continue à le faire, mais je dis 40 ans plus tard, pour moi c'est une grosse question que nous soyons obligés, nous encore, de devoir le faire. Car il y a 40 ans, je le comprends, mais maintenant, j'ai beaucoup de questions autour de cette obligation que nous avons encore de continuer l'accompagnement parce que le relais n'est pas là. Et le fait que quand les femmes vont déposer plainte après la séparation, on ne les croit pas. Et parfois même, on les traite comme si elles étaient des mères aliénantes, comme si elles étaient des mauvaises femmes qui veulent nuire à leur ex-conjoint, qu'elles en font un peu trop, etc. Donc, je suis très heureuse d'avoir tous ces intervenants étrangers qui vont vous parler de cette problématique pendant 2 jours et qui vont vous raconter leurs recherches dans leur pays, les questions qu'ils se posent et les pratiques qu'ils ont mis en place. Alors, un petit retour en arrière, 40 ans plus tôt. 40 ans plus tôt, le refuge naissait, M. Boulmès vous l'a dit, en 1979, et la capitaine du premier navire, c'est Christiane Rigomont. Christiane Rigomont qui a d'abord créé une maison des femmes avant de créer le refuge pour femmes victimes de violences. Dans cette maison des femmes, avec ses copines féministes de l'époque, elle voyait arriver des femmes avec des valises et des enfants qui disaient « Aidez-moi, aidez-moi, je dois m'en aller, mon conjoint me maltraite ». Qu'est-ce qu'elles ont fait au début? Elles ont hébergé chez elles, hein, elles ont à leur risque et péril. Et donc, et puis, effectivement, l'idée est née de créer une maison d'accueil. Une maison d'accueil qu'il a fallu porter à bout de bras pendant les premières années, parce que les subsides ne sont pas arrivés tout de suite. Donc cette maison, je vais même révéler un petit truc un peu secret. Je pense que les femmes pionnières, et surtout Christiane, y est allée de sa propre poche et de celle de son conjoint, M. Gravert, qui est là à côté et qui a participé aussi. Oui. C'était ça les débuts, c'était ça. C'était une maison un peu de bric-broc, avec des meubles un peu de bric-broc, avec des bénévoles qui travaillaient 24 heures sur 24. Et c'est né qu'en 1983 que sont arrivées les premières subventions qui ont permis d'engager les premières travailleuses dans la maison. Et puis les choses les subventions ont commencé à arriver. Et évidemment, actuellement, notre situation est bien meilleure financièrement qu'elle ne l'était au tout début. Alors, comme je vous l'ai dit, ce colloque, il est pensé aussi en hommage à Christiane Rigomont, qui a été la première capitaine de notre navire, qui est toujours là, mais elle a dû naviguer dans des eaux inconnues pour aborder des territoires inconnus également. Et donc, il a fallu piloter à vue. Et ça a demandé sacrément du courage et de l'opiniâtreté. Et donc, je vous propose de la voir sur scène ici. Elle a été interviewée dans le cadre des 50 ans du féminisme en Belgique. C'est bien ça, Christiane? OK. Et donc, eh bien, vous allez l'entendre nous raconter les premiers moments de l'association. Mai 68 a été pour moi un déclencheur. Bon, participer à un groupe de femmes ne m'était pas venu à l'esprit. Et puis j'ai rencontré des militantes de la Louvière à une manifestation, je pense, antinucléaire. Et elles m'ont contacté, j'en connaissais dans ce petit groupe, en disant on va faire un groupe de femmes, les maris mineurs, est-ce que ça t'intéresse? Bon, on travaille surtout pour aider les femmes, pour l'avortement, la contraception.
oui, ça ne me tentait pas plus que ça, parce que bon, j'étais, entre guillemets, une femme libérée, j'avais pu avorter dans de bonnes conditions. Voilà, je ne voyais pas très bien. Mais bon, ça a cheminé dans ma tête et je me suis dit non, non, la solidarité, c'est aussi hein, aider des femmes qui n'ont pas eu cette possibilité. J'ai des copines étudiantes à Mons qui, elles, sont intéressées aussi. Et voilà, nous décidons d'avoir un endroit pour les femmes, rien que pour les femmes, avec un cabinet juridique, une gynécologue, une bibliothèque, une librairie. Nous étions installés à la rue Caramis à la Louvière et nous étions juste en face de l'usine Bock. Et des femmes, après leur travail, passaient, hein, voir qu'est-ce que c'est une maison des femmes, qu'est-ce qu'on y fait, hein, et de fil en aiguille, c'était l'une et l'autre. Et puis bon, tu es une femme victime de violence, hein, qu'est-ce qu'on peut faire et voilà, donc c'est parti comme ça. Alors, nous avons hébergé chez l'une, chez l'autre, chez des amis, et donc on déculpabilisait, on commençait par une écoute d'abord, hein, une écoute très empathique des femmes, et en leur disant, mais vous n'êtes pas responsable. La violence, ce n'est pas vous. Hein, vous n'êtes pas coupable, c'est celui qui vous bat, qui vous maltraite, hein, physiquement et psychologiquement, qui est responsable. La méthode de travail, bien ça c'était travailler le cycle de la violence, hein, expliquer aux femmes, voilà, toutes les phases, hein, arriver au la phase où finalement il revient, hein, je vais changer, j'ai changé, revient, le bouquet de fleurs qu'elle n'avait jamais reçu, mais là il y en avait. Enfin bon, vous voyez, et alors à ce moment-là on dit attention, parce que ça recommence. Donc elles arrivent en général en panique, quoi. Ah oui, 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 ou bien on allait, et on a même été on va même parfois les chercher chez elles. Comme maison d'accueil, on n'était pas agréés. Et donc, on a dû demander après des dérogations, parce qu'il fallait qu'elle reste plus longtemps, il fallait trouver, elle devait trouver une maison. Bon, parfois, ce qui était bien, c'est quand elles trouvaient quelque chose ensemble. Il y avait une solidarité qui s'était développée, c'était « Ah, tu vas garder les gosses, elles travaillent ». Ah, ça, c'était formidable. Et nous avons commencé à faire une pièce de théâtre sur les stéréotypes, les rôles féminins et masculins, avec un conte de fées qui était Blanche-Neige et les Sept Nains, remis à la sauce féministe, et que nous avons fait tourner dans des maisons de femmes, dans des fêtes féministes, bon voilà, dans des écoles. Ça nous permettait d'entamer le dialogue sur la violence, et puis après nous avions les animations avec les étudiants. Et on expliquait la violence psychologique et comment déjà les ados, les filles, se laissent prendre par l'amour, le regard de l'autre, hein, et qui déjà contrôle. Et donc de faire comprendre, hein, où était le contrôle. Non, on faisait un réel et on fait un réel travail de conscientisation. C'est la différence avec une maison d'accueil de type classique. C'est très beau, c'est très bien, il faut des femmes qui font de la théorie, mais il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain et pouvoir aider les femmes à prendre conscience et qu'elles se prennent en main. Hein? Et donc, ça, c'est un enjeu. Si on veut changer les choses et avoir une société plus égalitaire et plus juste, d'avoir des femmes qui sont capables d'œuvrer dans ce sens. Donc j'en étais à nos 40 ans. Bon, je vous ai parlé un peu des services pionniers que nous rendions à l'époque. J'ai quand même envie de revenir un peu sur la politique des pouvoirs publics, parce que parfois j'ai l'impression qu'on réinvente la roue, mais moi qui suis là quand même depuis pas mal de temps, hein, puisque 1987, ça fait quand même maintenant 32 ans que je suis là, j'ai quand même connu des pouvoirs publics qui s'activaient en Belgique dans les années 80. Je ne sais pas si le monde se souvient de Mid Smet,
qui a été secrétaire d'État à l'égalité des chances et puis ministre de l'Emploi et du Travail chargé des droits des femmes et de l'égalité des chances, qui a beaucoup travaillé et œuvré pour la reconnaissance de la problématique des violences faites aux femmes et qui disait déjà à l'époque, je vais essayer de la citer, que les violences faites aux femmes étaient liées aux inégalités dont les femmes étaient les victimes dans la société. Et que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il fallait travailler et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc elle disait déjà ça en 1985. En 1995, on a la grande conférence de l'ONU à Pékin. Et là, je ne sais plus combien d'États du monde signent une convention qui les oblige, ils s'obligent eux-mêmes, à créer des plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes dans leur pays. La Belgique était signataire de ce plan. Et à l'ONU, les signataires de cette convention ont aussi signé une définition des violences conjugales qui intégrait la violence domestique et conjugale dans les inégalités dont les femmes étaient victimes dans la société. Donc, tout au long de ces années, les pouvoirs publics et, par la suite, dans les plans nationaux qui ont été élaborés par nos pouvoirs publics à partir de 2001, les pouvoirs publics redisent la même chose. La violence conjugale est un processus de domination et de contrôle d'un des partenaires sur l'autre partenaire, et elle est aussi le résultat des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société. Donc ce sont nos pouvoirs publics qui, depuis 1985, disent à la société, attention, il y a un lien entre les violences faites aux femmes dans le couple et les droits inégaux entre les hommes et les femmes. Et donc, disent aussi que la violence conjugale, ce n'est pas un conflit de couple, ce n'est pas des querelles de ménage, ce n'est pas des disputes qui tournent mal, mais c'est donc bien un processus qui met une victime sous contrôle de son agresseur et de son bourreau, qui utilise toutes sortes de moyens, de méthodes, d'instruments pour obtenir le pouvoir. C'est donc un processus de coercition, de prise de pouvoir par la force et la menace. Et c'est donc cette définition-là que nous avons toujours utilisée dans notre travail, parce qu'elle correspond à ce que nous voyons dans la pratique. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé pour dire, voilà, on a besoin d'une définition, on va faire ça comme ça. Non, dans la pratique, nous rencontrons 100% de femmes qui sont victimes d'agresseurs qui les mettent et qui exigent d'avoir le contrôle et le pouvoir sur elles, et qui utilisent les moyens parfois les plus abjects, ça va jusqu'à la torture pour obtenir le pouvoir et le garder. Et donc, cette définition-là nous a permis de voir clair aussi dans l'impact que la violence faisait aux victimes. L'impact de la violence sur les victimes, elle est à la mesure de la coercition dont elles sont victimes. Elles sont victimes d'enfermement mental et physique. Elles sont victimes de menaces. Elles vivent dans la peur. Elles vivent dans la peur et elles sont obligées, pour obtenir la paix dans leur couple, de se soumettre au bourreau. Et donc, quelqu'un qui vit dans des conditions aussi anxiogènes au quotidien, qui, pour éviter d'être maltraité, doit forcément répondre à tous les besoins de son agresseur, cette personne ne peut pas aller bien. Comment pouvez-vous être en bonne santé physique et mentale quand vous vivez dans de telles conditions? Et ça, ce sont les femmes que nous rencontrons. Et ce sont donc les femmes à qui nous apportons de l'aide. Mais pour apporter de l'aide à ces femmes, il a fallu que nous nous formions aussi un peu plus. Cette solidarité que nous avions dès le départ avec elles, cette compréhension de ce qu'elles vivaient, nous l'avons toujours eue. Cette prise de conscience que les femmes vivent enfermées dans des stéréotypes qui les encerclent et qui les empêchent de sortir de la violence. Parce que croire, par exemple, qu'elles sont une victime qui croit, par exemple, qu'elle est responsable des violences qu'elle vit, parce qu'elle n'a pas été une bonne ménagère, parce qu'elle n'a pas été une bonne épouse, parce qu'elle n'a pas été une bonne mère, parce qu'elle ne rend pas son mari heureux, c'est une femme dans notre société qui a appris à ces stéréotypes-là. C'est donc tout ce travail de réflexion autour des stéréotypes qui enferment les femmes, nous le faisons toujours. Mais nous avons aussi appris à traiter les impacts
liées au trauma. Ce sont des connaissances nouvelles actuellement que nous acquérons au fur et à mesure, et nous avons spécialisé des intervenantes chez nous qui travaillent cette question des traumas, parce que c'est un impact que nous ne connaissions pas il y a 10 ans. Nous ne faisions pas le lien entre certaines manières de se comporter des femmes et les impacts sur le cerveau qu'avait produit la violence. Actuellement, nous acquérons de nouvelles connaissances et nous devons nous en servir et nous devons nous former pour mieux accompagner ces femmes. Donc ça, nous le faisons dans notre équipe. Mais nous partons du principe que la violence impacte les femmes. Ce ne sont pas les femmes malades qui sont violentées, ce sont des femmes violentées qui deviennent malades de la violence. Et donc, la guérison est possible. Vous voyez, donc le côté positif, c'est que si c'est la violence le problème, on peut travailler la question de la violence. Et les impacts, eh bien, par exemple, on a des femmes qui arrivent chez nous, parfois avec des valisettes de Xanax, de Valium et autres médicaments, et qui repartent sans rien, parce qu'elles se refont une nouvelle vie. Elles vivent dans la liberté, dans la bienveillance, dans l'égalité avec les intervenantes, parce que c'est aussi un principe de travail important pour nous, dans un accompagnement à côté de la personne, pas devant, pas derrière. On ne pousse pas, on ne tire pas, on est à côté d'elle, on la respecte profondément, ce que ne fait pas son agresseur. Donc elle apprend aussi à vivre avec des personnes qui les respectent, qui les écoutent, et pour qui leur parole est importante. Elles retrouvent donc de l'estime de soi, elles retrouvent de la confiance en elles, et elles peuvent repartir avec ces bagages-là. Ça, c'est notre défi. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple. Là, je vous fais un grand raccourci. Ça prend énormément de temps. Plus l'impact est grand, plus le travail est long. Et on doit le mesurer, ça. On doit comprendre que les victimes qui ont été très impactées, qui ont vécu longtemps dans la violence, ont besoin de temps, ont besoin de beaucoup de temps pour retrouver leur dignité, leur vie, la capacité à vivre au grand jour, sans peur. Imaginez-vous que la violence, imaginez-vous que vous viviez dans la violence, vous êtes isolé, vous êtes enfermé, parce que d'abord, de un, vous ne pouvez pas en parler, c'est compliqué d'en parler. Donc déjà, votre silence va vous isoler. Votre bourreau vous isole. Donc vous ne voyez plus personne, vous ne voyez plus que lui. Donc ressortir à l'air libre, c'est comme si un prisonnier à qui on ouvrait la porte, c'est à peu près ça. C'est un oiseau enfermé à qui on ouvre la porte de la cage et qui au départ n'est pas capable de sortir de sa cage, parce qu'il n'a jamais appris, il a désappris à sortir de la cage. Il y a des femmes qui ne voient plus la porte de la cage, il y a des femmes qui ne voient plus la porte de sortie. Eh bien nous leur redessinons une porte, on ouvre la cage et puis peu à peu, elles réapprennent à aimer la liberté, à aimer l'autonomie, à trouver ça important, à se reconstruire complètement et à ne plus vivre avec la violence. Alors, est-ce que ça passe par des départs? Oui, la plupart du temps, ça passe par un départ. Et si c'est un départ, ce n'est que le début de la solution. Et c'est justement ce colloque qui va vous permettre d'aller plus loin dans la solution, parce que partir, oui, mais après.